Donc nous voici dans la troisième et dernière vidéo présentant le projet Digital Mastery Learning. Nous proposons de créer un logiciel d'apprentissage gratuit, accessible à tous, qui permettra de faire entrer l'école dans le XXIe siècle, de suivre la voie ouverte par les grands pédagogues et d'appliquer les méthodes scientifiquement validées sur les stratégies d'apprentissage. Dans la première partie, nous avons montré qu'une des grandes clés du succès, c'est la différenciation. Mais en classe, c'est tellement compliqué que la plupart des profs ne s'y aventurent pas. C'est pourquoi il faut automatiser les tâches pédago-bureaucratiques avec un logiciel. Alors dans la deuxième vidéo, dans la partie 2, nous sommes repartis de la recherche psychocognitive et neuroscientifique pour comprendre comment apprendre efficacement. Mais peu d'élèves le font naturellement et doivent pour ça être guidés par un bon logiciel. À côté de la différenciation et de l'intégration de la recherche scientifique, nous avons identifié une troisième grande raison pour laquelle le logiciel que nous nous proposons de créer doit absolument être conçu. Il s'agit de la centralisation. Alors de quoi s'agit-il? C'est à la fois la centralisation de tous les apprentissages en un seul outil, mais aussi la centralisation de toutes les données de progression de l'élève en un seul endroit. Ça fait 40 ans qu'on parle d'informatiser les apprentissages. Et dès qu'on parle informatique dans une école, on pense d'abord au matériel. D'ailleurs, de plus en plus d'écoles sont bien équipées. Aujourd'hui, tous nos élèves ont un Chromebook, ou presque tous, puisqu'il nous reste encore 2 classes à équiper. Ce sera le cas début de l'année prochaine. L'investissement qui a été fait au niveau de l'infrastructure pour permettre la communication en Wi-Fi partout dans l'école est elle aussi quasiment finalisée, avec aujourd'hui un équipement qui permet en Wi-Fi de connecter simultanément sans aucun problème les 950 jeunes et les 130 professeurs de l'école. Par rapport au logiciel, il y a beaucoup d'attentes et certaines avancées donnent d'indéniables satisfactions. L'ordinateur n'est pas du tout une machine à écrire perfectionnée. Ce qui est intéressant dans l'ordinateur, ce sont les outils collaboratifs. C'est ceux qui permettent un apprentissage cohérent de plusieurs personnes en même temps. C'est cet outil qui est à la fois un outil de communication et en même temps un outil qui permet un transfert de données et qui permet de travailler, par exemple, sur un même document en même temps à plusieurs, en voyant les corrections des uns et des autres. On a là quelque chose qui ne remplace pas du tout la feuille de papier, mais qui permet une toute autre approche de l'apprentissage. Si l'ambition est de faire significativement évoluer l'école, malheureusement en termes de logiciel, on est loin du compte. Si la Silicon Valley, ils savaient comme nous ce qui pourrait vraiment changer la donne en termes d'enseignement, ils l'auraient déjà fait. Comme l'a dit John, en termes d'offres sur le marché, pour les logiciels, on est vraiment loin du compte. Mais analysons justement cette offre. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a d'abord le truc super à la mode et super utilisé dans les écoles, c'est Google Classroom. Alors, Google Classroom, oui, c'est utile, c'est indéniable. Mais qu'est-ce que c'est? C'est finalement une espèce de réserve de PDF du prof, auquel l'élève a directement accès sur son PC, avec un dispensateur de devoirs, et il faut bien le reconnaître, parfois avec une automatisation de ses devoirs ou de la correction de ses devoirs. C'est pas mal, mais par rapport à tous les problèmes qu'on a soulevés dans les vidéos précédentes, de différenciation, de stratégie d'apprentissage, ça ne fait pas le poids. Qu'est-ce qu'on a d'autre? En mathématiques, par exemple, on a des jeux, plein de jeux, des milliers de jeux, des millions de jeux. Branchez-vous sur votre smartphone, tapez un peu jeux mathématiques dans l'offre sur le store et vous verrez, il y en a pléthore. Le premier problème, c'est comment choisir le bon jeu. Quand vous n'êtes pas spécialiste, il y a tellement d'offres que le bon jeu est noyé. Alors John et moi, on est des spécialistes, on a trouvé des pépites, on a trouvé des bons jeux qui sont vraiment intéressants, vraiment pédagogiques, très chouettes à utiliser en classe. Et c'est assez facile parce que quand l'élève a atteint un certain score, on considère qu'il a acquis les compétences et il a atteint le niveau. Pas de correction du prof, c'est très chouette. Il y en a d'autres même qui sont assez sympas, qui peuvent créer des petits duels entre élèves. Et ça crée de la motivation et du fun. Alors on a aussi Quizlet pour la mémorisation. C'est un logiciel qui va simuler des flashcards, c'est-à-dire des cartons double face, avec typiquement un mot et sa définition de l'autre côté,
pour mémoriser. C'est utilisé en langue, par exemple, avec un mot et sa traduction de l'autre côté. Ça a l'avantage de rendre les élèves plus attentifs que sur papier quand ils mémorisent. Quand ils mémorisent, ils sont souvent très très distraits et ça nous permet d'organiser des moments explicites d'apprentissage. Maintenant, il y a des problèmes, à commencer par le fait que Quizlet arrive vide de contenu, donc le prof doit le remplir avec sa matière. Et aussi un autre, pour nous, très gros problème, on l'a vu dans la deuxième vidéo, c'est que il y a des séquences optimum d'apprentissage et Quizlet ne les organise pas. Ici, par exemple, en langue étrangère, il faudrait d'abord que l'élève puisse écouter le mot, peut-être même sans le voir, et puis qu'il puisse faire une phrase, sa propre phrase avec ses propres mots contenant ce nouveau mot, qu'il puisse prononcer cette phrase, mais que l'ordinateur corrige sa prononciation, par exemple. Il y a aussi tous des éléments de mémorisation long terme, on l'a vu dans la deuxième partie de la vidéo, qui sont pas bien gérés du tout par Quizlet avec ses cartes. Et donc ici, on a un logiciel qui a essayé de reproduire un concept papier de la carte double face, mais qui en fait aurait dû réinventer le concept en informatisant. Ici, dans l'exemple que j'ai pris, il faudrait 5 faces pour un mot, inclut l'image, inclut la phrase que l'élève a faite lui-même, etc. Alors certains logiciels comme Anki le font, mais ils sont tellement plus lourds à installer. Par exemple, sur Chromebook, c'est quasi mission impossible. Et Anki, comme Quizlet, vient vide de contenu. Dans ce qu'on utilise en classe avec John, on a aussi Speech Notes. Il vient de parler des langues étrangères. C'est un logiciel qui permet de lire un texte avec le bon accent. C'est-à-dire qu'en fait, le logiciel reproduit ce qui a été dit oralement et on peut vérifier si la prononciation est correcte. C'est extrêmement intéressant pour les élèves, mais de nouveau, c'est un logiciel un petit peu brut. Il n'y a pas de test, il n'y a pas de validation, il n'est pas inséré dans la séquence d'apprentissage, comme John le disait, globale de l'apprentissage des langues étrangères. Un autre logiciel qu'on utilise énormément, c'est Apprendre à apprendre.info. Alors, c'est un logiciel qui permet la mémorisation de l'orthographe du français. C'est extrêmement intéressant parce que ce logiciel a été créé par un spécialiste des stratégies d'apprentissage et donc toute la séquence de mémorisation est excellente. En plus, les élèves adorent parce qu'il y a un système de points qu'ils accumulent et donc il y a des petits challenges entre élèves pour t'es à combien de points, je suis à 70 000 points et alors ils peuvent travailler dessus pendant des heures entières, il faut les arrêter pour pouvoir battre le record de l'autre et ça c'est très chouette. Le problème de nouveau c'est que la séquence d'apprentissage est excellente mais il n'y a pas de test, il n'y a pas de validation et donc le travail de validation doit être encore fait par le professeur derrière. Nous avons aussi Kahoot et Quizlet Live qui permettent de faire des courses de questions à choix multiples, des concours entre élèves et c'est extrêmement réénergisant en fin de journée. Alors ces bruyants concours en classe sont très à la mode, mais encore une fois, le prof doit lui-même fournir son contenu, ce qui est très énergivore en amont. Dans les présentations à distance ou dans les cours à distance, en cas de confinement par exemple, Zoom est magnifique en termes de vidéoconférence, mais moi j'aime bien isoler des élèves par petits groupes aussi pour les faire travailler entre eux dans des private rooms, Zoom le permet, mais je ne peux être que dans une salle en même temps et donc je n'ai pas de vue d'ensemble sur ce que font mes élèves. Alors, par rapport à la vidéoconférence, beaucoup de collègues me rapportent la déprimante impression de donner cours à un écran noir parce que les élèves coupent leur caméra. Donc si on résume, comme on l'a vu, il y a pas mal de choses existantes et il y a pas mal d'outils informatiques sur le marché, mais quand on veut tout utiliser, c'est une espèce d'énorme usine à gaz à faire fonctionner. Et il y a beaucoup de problèmes. Le premier problème, c'est le problème du choix. C'est-à-dire qu'on a d'un côté des jeux très très attractifs, avec plein de couleurs, qui donnent envie de jouer, etc., mais où le contenu pédagogique est faible. Ou à l'inverse, on a des jeux très sérieux, très très pédagogiques, très pensés par des grands pédagogues, mais qui sont alors, ou des spécialistes plutôt, mais qui sont alors pas très funny, quoi. Et ces jeux-là, ou ces logiciels-là, parce que j'ai même pas envie de les appeler des jeux, ces logiciels-là sont souvent des logiciels de spécialistes qui se refilent un peu sous le manteau ou qui sont payants et qui coûtent cher. Alors de temps en temps, en fouillant bien, et John et moi, on peut vous assurer qu'on a fouillé pour trouver des offres et des logiciels intéressants existants, on peut trouver des pépites
qui allie les deux. Mais le problème, c'est ce que je viens de dire, c'est de choisir. C'est-à-dire que quand on n'est pas un spécialiste, quand on n'a pas ce regard à la fois du prof de la matière, mais aussi du pédagogue qui va analyser les stratégies d'apprentissage, ben, on ne sait pas trouver le bon jeu. Une autre problématique pour l'élève, c'est de jongler avec tous ces logiciels. Et c'est déjà tellement compliqué pour l'élève, je n'ose pas imaginer pour les parents qui n'ont pas reçu les instructions, les démonstrations de l'enseignant, qui ne les utilisent pas en classe. Ça doit être une soupe, ça doit être une usine à gaz. Et un des gros problèmes, c'est qu'on essaie de reproduire souvent ce qu'il y a sur papier. Alors sur papier, moi j'ai des élèves de primaire, j'en vois avec par exemple 17 cahiers différents. Il faut jongler avec ça. En plus, c'est pas 17 cahiers, c'est 17 logiciels avec les problèmes d'installation, le fait qu'il faille s'inscrire, le fait que il fonctionne pour une machine, un type de machine et pas un autre, le fait qu'il faille Internet par exemple. En fait, on reproduit la complexité papier, mais en pire. Un autre problème avec les logiciels que nous utilisons, c'est que généralement, chacun de ces logiciels ne reprend qu'une petite partie de la matière, avec souvent des lacunes abyssales sur la manière d'apprendre. Et enfin, le dernier problème, c'est que avec l'utilisation de tous ces logiciels, le prof n'a pas une vision centralisée des progrès de l'élève. Alors, il est obligé, comme nous on l'a fait, de tenir des tableurs avec les résultats, à quel niveau il est, dans tel jeu, à quel score, etc., etc. Et ça rend le travail des parents aussi compliqué, parce que finalement, parfois, quand on revient avec une interro papier, j'ai eu 7 sur 10, bon ben le parent il connaît un peu les progrès ou ce qu'a fait son enfant. Quand c'est sur les logiciels, le parent est un peu perdu par rapport au progrès de l'élève en classe. Comment ça va l'école, Fanny? Bien. Qu'est-ce que tu as fait? Ben, j'ai joué avec mes amis. Mais qu'est-ce que tu as appris? Est-ce que tu as appris quelque chose? Ah bah oui, c'est Sandro qui a gagné. Alors, en conclusion, ces logiciels ont des fonctionnalités intéressantes et ont le mérite d'exister, ce qui fait qu'on les utilise avec un certain succès en termes d'objectifs, mais un surinvestissement en termes de profs et une incompréhension des parents, ce qui rend tout cela impossible à envisager à large échelle. C'est pas scalable. On ne peut pas imaginer sur un grand nombre de classes, un grand nombre d'écoles, doubler la vitesse d'apprentissage avec ça. De quoi avons-nous besoin pour transformer une école? Alors, il faut un logiciel qui soit d'abord gratuit. Parce que dès qu'on demande une somme d'argent, il faut que l'enseignant demande à sa hiérarchie et fasse intervenir un processus souvent très lourd. Ensuite, ce logiciel doit être sans pub. Et c'est déjà compliqué de faire en sorte que l'élève se concentre sur la matière. Si en plus on le distrait avec des bannières clignotantes à gauche et à droite, c'est mission impossible. Il doit être robuste. Beaucoup d'écoles et beaucoup de foyers précaires n'ont pas de connexion Internet stable, voire pas de connexion Internet du tout. Et donc il faut un logiciel qui puisse permettre à l'élève de travailler seul, mais aussi qui se reconnecte automatiquement au serveur pour renvoyer les résultats des exercices de l'élève, afin d'avoir un suivi centralisé par le prof et par les parents. Les parents doivent pouvoir voir pour toutes les matières où sont les progrès de son élève assez facilement. Ce logiciel doit aussi être multiplateforme parce que l'historique de l'informatisation matérielle dans les écoles fait qu'on a souvent des couches de lasagne. Certaines classes avec des iPads, on a une salle informatisée avec des tours, des PC qui sont fixes. Les élèves ont leur smartphone qui peut être sur Android. Enfin voilà, on a toute une série de plateformes sur lesquelles il faut pouvoir tourner dans la famille aussi. Aujourd'hui, j'utilise peut-être ma tablette Android et demain, j'utiliserai le PC de ma grande sœur. Aussi, ce logiciel doit être intuitif, comme un jeu finalement. Simple pour l'élève, simple pour les parents, simple pour le prof. Pas de mode d'emploi, cohérent d'une matière à l'autre. Et pour pouvoir assurer ça, finalement, le logiciel doit être complet, c'est-à-dire couvrir toutes les matières, maths, français, sciences, langue moderne, etc. Comme John vient de le souligner, notre logiciel permettrait en fait une centralisation des apprentissages sur un seul outil. Mais ce logiciel irait beaucoup plus loin. Prenons un exemple de ce qui se passe aujourd'hui dans les écoles. Prenons l'exemple de la petite Ikram. Ikram a 11-12 ans,
Elle vient de réussir coup-ci coup-ça ses études primaires et elle rentre dans la grande école où personne ne la connaît, où personne n'a vu ses examens de primaire. Il va falloir que toutes ces données d'apprentissage transitent petit à petit et ce seront juste surtout des données scolaires, pas vraiment ses interros, pas vraiment ses examens, etc. Et donc, Ikram rentre dans la grande école, c'est nouveau pour elle, elle a un prof dans chaque matière, chaque fois un prof qui ne la connaît pas. Et Ikram est dyslexique. Elle a toujours eu beaucoup de mal en français. Et arrive le premier bulletin, fin octobre, et là, grosse surprise, elle a 80% en français, et elle est en échec en anglais, alors qu'elle a toujours été la première de classe en anglais dans son école primaire. Qu'est-ce qui se passe dans la tête de la petite Ikram? Elle a un peu l'impression que on lui a dit toutes ses primaires qu'elle était dyslexique et qu'elle était mauvaise en français, et puis tout d'un coup, elle a 80%. À l'inverse, elle a toujours brillé en anglais, et maintenant, elle est en échec. Son sentiment à elle, son impression, c'est qu'en fait, ces points ne dépendent pas d'elle, ils dépendent du prof. On va vite tomber aussi dans quelque chose comme le prof m'aime bien, le prof ne m'aime pas. Et on va sortir de toute contrôlabilité. Quoi que je fasse, c'est pas moi qui vais décider de mon échec ou de ma réussite, c'est l'enseignant. Les parents de la petite Ikram sont aussi un peu perdus, eux. Ils voyaient leur fille interprète parce qu'on leur avait toujours dit que l'anglais c'était son truc, et la voilà en échec en anglais. Et puis ils ont passé plein de tests, ils ont beaucoup travaillé sur ces problèmes de dyslexie, et voilà qu'elle a plus de 80% en français. En Ikram, ils comprennent pas grand-chose. Ils se disent, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? Est-ce qu'on doit continuer à aller voir une logopède alors qu'elle a 80% en français? Ou est-ce qu'on ferait mieux de payer un prof particulier en anglais parce qu'elle est en échec? Et les profs, pour eux, finalement, c'est pas simple non plus. Ils ont reçu cette petite Ikram sans avoir aucune idée de son parcours, de ses difficultés et de son niveau réel en arrivant. Notre logiciel changerait complètement la donne en centralisant toutes les données d'apprentissage de l'élève en un seul endroit. Ce serait une véritable révolution copernicienne dans le domaine de l'enseignement. Les données d'apprentissage n'appartiendraient plus à un prof, à une école, elles appartiendraient à l'élève, comme ces données de santé en Belgique sur la carte 6 ou en France sur la carte vitale. Les données d'apprentissage appartiendraient à l'élève et finalement, elles le suivraient partout. Plus de problème s'il change de prof, s'il change d'école, s'il change de pays même. Ces données seraient stockées à un seul endroit et lui appartiendraient. Et finalement, tous les adultes autour de lui auraient la même base commune, que ce soit ses parents, ses enseignants, ses profs particuliers, ses logopèdes, pour pouvoir l'aider au mieux et le soutenir dans ses apprentissages. À la maison comme en classe, l'élève ouvre son ordinateur qui connaît ses lacunes, et l'ordinateur lui propose un travail efficace. C'est valable après l'école, c'est valable pendant les congés scolaires éventuellement pour combler des lacunes, mais c'est aussi valable en période de confinement. Moi, en tant que père de famille, quand je suis occupé en vidéoconférence, comment puis-je surveiller ou m'assurer que mes enfants sont occupés à des tâches scolaires? Alors, le logiciel fait office d'assistant digital de scolarisation. Nous entendons déjà les objections, hein. Un logiciel, un PC pour l'école, mais est-ce que ça va pas faire trop d'écran, ça? Alors, on dit que trop d'écran nuit au développement des enfants et des jeunes. Et c'est vrai. D'un autre côté, les écrans en classe, nous, on l'a vu, on l'a vécu, sont très bénéfiques, particulièrement pour les élèves fragilisés. Des élèves avec un gros retard scolaire, des élèves en difficulté d'apprentissage, des élèves démotivés. Un bon logiciel, ça permet d'intéresser, de capter l'attention des élèves. Ça permet aussi de les apaiser en les accompagnant, en partant de là où ils sont réellement. Et enfin, un bon logiciel, comme on l'a vu, ça permet aussi de créer des interactions et finalement de créer de l'entraide. Un chiffre choc donne à voir un changement dont l'école n'a pas encore pris toute la mesure. Alors que les jeunes passent 867 heures par an, c'est une étude française, sur les bancs de l'école, ils passent près de 1000 heures par an devant un écran. Voyant cela, utilisons le numérique, non pas comme un remède miracle, mais comme un catalyseur, pour augmenter les performances dans l'apprentissage. On ne veut pas que les élèves passent toute la journée sur leur écran, mais de la même manière, on n'a pas envie qu'ils passent toute la journée sur une feuille à gratter. Le but, justement, en augmentant les performances dans l'apprentissage, c'est de libérer du temps pour des choses essentielles. Cultiver le relationnel, faire du sport, de l'art, de la musique, etc. Soyons clairs, notre but, c'est d'utiliser les capacités exceptionnelles de l'informatique
pour changer profondément notre manière d'apprendre. Et c'est pas de former une bande de geeks asociaux qui sont chacun connectés sur un écran. Alors, par exemple, une grande innovation de notre logiciel, c'est d'aider à organiser la classe collectivement. Inciter les élèves à l'entraide. Par exemple, Julien a raté son exercice lundi. L'ordinateur lui repropose le même exercice mercredi, sans succès. Le jeudi, l'ordinateur lui repropose le même exercice, mais en lui proposant de l'aide. Et l'ordinateur va identifier 3 élèves qui ont déjà atteint ce niveau-là et qui sont disponibles. Julien n'a qu'à choisir, il choisit, et l'ordinateur les envoie peut-être loin de l'écran, par exemple sur le coin d'un tableau à craie, pour une séance à 2. Ou à 3, parce que l'ordinateur va aussi repérer que Sophie a besoin de cette même explication. Et il va à ce moment-là proposer à Sophie de se joindre à Julien pour la recevoir. Donc la classe bénéficie d'un assistant virtuel de groupe qui va d'une part aider à appliquer efficacement les stratégies d'apprentissage gagnantes, on l'a vu dans la vidéo 2, et d'autre part ici, on le voit, à inciter à l'entraide, à organiser l'entraide. Notre logiciel va aider le prof à organiser une classe efficacement et après quelques mois d'entraînement, les élèves seront collectivement beaucoup plus autonomes et efficaces dans leur organisation collective. On entend poindre une autre objection. Est-ce que proposer un logiciel global ne va pas finalement faire disparaître le boulot d'enseignant? N'est-on pas en train de tuer la fonction, de la robotiser? Non, non et non. Soyons clairs. Trop souvent, les profs, en fait, sont englués dans des retards scolaires, dans le fait de vouloir clôturer le programme, etc. Et ils ont peur de perdre du temps à faire autre chose. Or, cette autre chose, qui ne sont pas les compétences proprement scolaires, c'est en fait l'essentiel. Toutes les études vont dans ce sens. Aujourd'hui, on a besoin de développer ces compétences, ces fameuses compétences du 21e siècle, souvent basées sur le relationnel. Avec notre logiciel, le prof sera libéré d'un tas de contraintes et pourra en fait réinventer son rôle. Et il restera indispensable et plus utile que jamais. La tâche première, prioritaire de tout prof, selon moi, c'est d'être un accompagnateur dans l'apprentissage mis en œuvre par les élèves, individuellement et en groupe. Alors que pour l'instant, même les profs de bonne volonté qui veulent faire ça, ils n'y arrivent pas puisqu'on les met dans des contextes où ils ont, entre guillemets, juste le droit de transmettre un savoir, une discipline, sans beaucoup d'occasion ni le temps de faire autre chose que ça. En une génération, 50% des métiers vont disparaître, alors que l'école est débordée se contentant souvent d'enseigner les savoirs de base. Dans le monde de l'éducation, l'informatique va permettre ce qu'aucun humain ne saurait faire. Notre logiciel va prendre en compte tout ce qu'on sait sur le fonctionnement du cerveau et y entraîner les élèves. L'informatique va nous permettre d'optimiser le temps d'apprentissage pour rendre les élèves plus performants, mais aussi pour leur donner un sentiment de compétence et libérer leur temps pour se consacrer aux compétences du XXIe siècle. Finalement et inexorablement, le rôle de l'élève comme le rôle de l'enseignant sont amenés à évoluer de façon positive. Notre logiciel va rendre les élèves performants dans les apprentissages. Il va aussi développer leurs capacités cognitives et métacognitives, en étant conscient de la manière dont ils apprennent. Et surtout, il va dégager du temps pour développer de nouvelles compétences indispensables à la réalisation de soi, mais aussi à la réalisation du monde de demain. Faire preuve d'esprit critique, mais aussi communiquer sereinement, mais aussi créer collectivement, c'est ça dont le monde de demain a besoin. Et ces compétences sont les moins informatisables, donc elles rendent l'école et les enseignants encore plus indispensables pour créer ce monde où chaque individu pourra se réaliser individuellement, tout en s'insérant dans un collectif harmonieux et respectueux. Alors pourquoi développer un tel logiciel? Parce qu'il n'existe pas de logiciel qui permette à tout prof qui le désire de transformer sa classe comme l'ont fait les grands pédagogues du XXe siècle. Un logiciel qui soit un puissant soutien en situation de confinement. Un logiciel qui permette aux adultes qui entourent le jeune, enseignants, parents, profs particuliers, de le soutenir efficacement et harmonieusement. Un logiciel qui double la vitesse d'apprentissage,
tout en augmentant le plaisir d'apprendre. Un logiciel qui permette de développer des stratégies d'apprentissage efficaces que l'élève pourra réutiliser tout au long de sa vie. Un logiciel qui atténue les besoins de ségrégation scolaire. Un logiciel qui permette à tous nos enfants de gagner du temps de vie pour se développer humainement dans un espace qui favorise le dépassement de soi et la reconnaissance des talents de chacun. Nous savons quel logiciel doit être fait et nous savons comment développer ce logiciel. Il ne reste plus qu'à mobiliser le budget et le temps pour le faire.